Allô, 1, 2, 3. C'est bon? Vous entendez? Bien. Eh bien, on vous dit toujours bonjour à vous tous, là, hein, réunis, des classes de liste première. Hein. Donc, vous allez assister à une intervention de mon camarade, monsieur André Biot, qui est à ma gauche, hein, qui a 92 ans passés, et vous verrez qu'il est physiquement et intellectuellement au top. Hein. Je remercie le directeur de l'établissement et Madame Ophélie Benoît de m'avoir contacté pour organiser cet après-midi d'intervention concernant la résistance et la déportation. C'est un sujet que vous avez au programme et en plus certains élèves, au moins une classe, vont participer au concours national de la résistance. Donc, où le sujet, c'est s'engager pour la France. Vous avez dans ce mot engagé, et le récit d'André va vous servir pour ce concours, parce qu'il va vous expliquer pourquoi il s'est engagé, hein, et qu'est-ce qu'il en a fait de son engagement, hein, et j'espère que pendant cette intervention, vous allez préparer des questions, s'ils sont peut-être déjà préparés, déjà, hein, de façon à qu'ils puissent vous répondre. Moi-même également, je répondrai à certaines questions en complément. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions, à avoir des précisions. Hein. C'est toujours intéressant. Donc, pour le concours, ça sera très utile pour vous, parce que ce que je vous conseille, et je conseille aux enseignants, c'est quand vous avez quelqu'un qui est intervenu comme ça, c'est un exemple à prendre. Hein. Et j'en profiterai pour vous envoyer par mail 6 pages de la biographie d'André, qui va vous aider après dans son contenu. Hein. Ça va vous rappeler un petit peu ce qu'il va vous dire, un petit peu, hein, en schéma sur 6 pages, hein, avec quelques photos, donc ça vous permettra, hein, de travailler dessus. Et moi qui corrige le concours, André aussi, on aime bien voir des exemples en même temps. Hein. C'est assez concret. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à André. Hein. Alors, on va faire ça, il va parler à peu près, il est quelle heure? Il est 13h30 passé. Hein, il est même un peu plus. Il est 40. Ah oui. On a jusqu'à quelle heure? 16h? 16h15? 16h? 15? 15h30. Alors, 15h30, donc... il va parler pendant 1 heure à peu près, hein, et il faut faire une pause entre-temps, hein, pour un petit peu se vider le cerveau et se décontracter un petit peu, parce qu'il y a des choses quand même assez dures quand même. Hein. Et donc après, on reprendra après une récréation de façon à poser des questions pour arriver à 15h30 à vous libérer. Hein. On fait comme ça. À toi, André. Alors bonjour à tous. En effet, je m'appelle André Biot, je suis né 3 juillet 1925. Ça veut dire que quand les Allemands arrivaient chez nous, ben, j'avais 15 ans. Je prenais mes 15 ans. Ça a commencé le 9 juin, nous sommes le 9 juin 1940, par le bombardement d'Évreux. Ils ont bombardé surtout la gare, un petit peu le centre-ville, surtout la gare. Ça a fait beaucoup de victimes. Le lendemain, ils ont remis ça, ils ont rebombardé encore, et surtout vers la base aérienne. Donc, dès le lendemain, le 10 juin, avec mon frère qui était réfugié à la maison, on s'est dit on va aller à Évreux, voir si on peut aider à faire quelque chose. Bon, on avait à peine fait 2 ou 3 kilomètres sur la campagne, c'était dénudé. On a été mitraillés par les avions, alors on a fait demi-tour, on est revenu à la maison. Et le surlendemain, on est reparti, mais par des petits chemins, des petites routes, parce que là on pouvait se cacher quand il y avait des avions. On se mettait sous les arbres. On était jusqu'à Évreux. Bon, on n'a rien pu faire, parce qu'on a constaté que la ville était en train de brûler. Tout le centre de la ville était en feu. On s'est dit on va aller voir vers la cathédrale. La cathédrale était en train de brûler, toute la partie droite était en flammes. On était que tous les deux, rien dans les mains, rien dans les poches, on ne pouvait rien faire. Donc on a fait demi-tour, on est rentré à la maison. Un jour après,
des soldats français sont venus à la maison, on habitait pas loin du bord de la route, demander à ma mère si elle pouvait leur donner à manger, parce qu'ils n'avaient rien de prévu. Ils venaient à pied d'Évreux, ils avaient fait 12 km déjà. Ma mère était en train de faire cuire un poulet, elles installaient à table, ils ont mangé le poulet. Et puis ma soeur, puis moi, puis ma mère, on a mangé des nouilles ce jour-là, on a mangé des pâtes. Et puis ma mère a demandé à ces soldats, ils étaient 5 ou 6, vous allez où comme ça? Je les entends encore répondre, on va devant des Allemands, mais ils sont pas loin. Et dans l'après-midi, ils sont repartis, toujours à pied, et à 7, maximum 8 km de là, ils se sont heurtés aux Allemands, ils ont pratiquement tous été tués, et puis un Allemand aussi a été tué. Et dans la nuit de ce jour-là, c'est vers le 10, je pense là, vers le 13, ça a été un défilé continuel de camions, de motos, ils occupaient les villages les uns après les autres. En général, ils choisissaient une grande maison, ils s'installaient là-dedans, puis le reste de la troupe suivait. Ça a été le début de l'occupation. Il n'y a eu aucune réaction, les gens étaient abasourdis. Vous ne pouviez rien faire. Bon, le seul souci, c'était de trouver à manger. Nous, encore pas que ça allait à peu près, mais en ville, ça posait des problèmes. Donc, commencement de l'occupation, commencement des rationnements, tickets de pain. On avait le droit, je ne sais plus, peut-être à 100 grammes par jour. Je ne connais plus exactement les doses. On avait des petits tickets qu'il fallait donner au boulanger. Alors, le pain rationné, la viande, on avait droit, je crois que c'est une fois à la semaine. Le café, il n'y en avait plus, le chocolat, il n'y en avait plus. Le sucre, c'était pour un mois, je crois que c'est 500 grammes pour un mois. Tout était rationné. Mais ça a été aussi la fin des libertés. On n'a plus le droit de sortir la nuit. Je crois que c'est vers 9h du soir ou 9h30. Il était interdit de circuler. Jusqu'au lendemain matin, ça doit être 7h. Donc, pas moyen de circuler. Les balles étaient interdits. Les réunions de gens sur la voie publique ou dans des lieux publics interdits. Mais enfin, il y avait plein d'interdictions comme ça. C'est le début de l'occupation. Ça se passe au mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre passe, toujours à la recherche de quoi manger. Et puis, on arrive fin de septembre ou début octobre, je ne me rappelle plus exactement. J'allais au Bec et Loin. Le Bec et Loin, il y a une abbaye connue, réputée. C'est pas à l'abbaye que j'allais chez une institutrice. Et puis, c'est une petite route, pas large du tout. Elle était élargie à peu près d'1 mètre maintenant, mais avant, c'était pas large. La forêt à droite, la côte puis la forêt. Puis à gauche, j'ai une grande haie. Et puis, j'étais en bicyclette, j'arrive, je tombe sur un camion allemand qui était arrêté là. Ils étaient en train de faire pipi, une demi-douzaine, là, au moins une demi-douzaine, en train de faire pipi contre la forêt, là, côté droit. J'arrive à leur hauteur, j'ai eu un geste instinctif, j'ai volé le calot d'un des Allemands qui était en train de faire pipi. Son calot, il l'avait suspendu à une branche d'arbre. Je suis passé à rase de lui, et puis hop, j'ai pris le calot, je suis parti. C'était son risque, parce qu'il ne pouvait pas faire demi-tour avec leur camion, donc il ne pouvait pas me rattraper. Ils pouvaient me tirer dessus, de toute façon, ils n'avaient pas de fusil avec eux, ça devait être dans le camion. Et puis la route, ça fait un S. C'est bien que 10 secondes après, ils ne pouvaient plus me voir. Donc c'était son risque. Mais ça a été un geste spontané de protestation. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais toujours pas d'ailleurs. Donc je suis parti avec ce calot, je l'ai ramené à la maison. Il est disparu, ma mère a dû le brûler. Bon, on est en 1940. L'hiver passe.
on arrive en 1941, presque à la moitié de l'année d'ailleurs, 1941. J'avais un camarade qui était séminariste, il était au grand séminaire à Évreux, à Orgeville. Et puis ses parents habitent à 1,5 km de chez moi, donc on se voyait souvent. Et puis un jour, au cours de l'année, le séminariste en question, il me dit, ça y est, je connais quelqu'un qui fait de la résistance. Si tu veux, on va aller le voir. Donc on a été le voir, on est arrivé rue de la Rochette à Évreux, chez un monsieur qui s'appelle Maury, Louis Maury, était professeur d'histoire géo au lycée technique. C'est un monsieur qui est d'origine canadienne, parce qu'il est né à Vancouver, puis il est venu en France juste avant la guerre, avec sa maman. Donc on discute avec ce monsieur-là, qui nous dit, bah, vous voulez faire de la résistance? Oui, bon, bah, c'est bien, mais vous savez, on n'a rien. On n'a rien. On n'a pas de conseil à vous donner, on n'a pas de directive. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais il a dit, bah, il a fini par me dire, viens me voir de temps en temps. Alors, de temps en temps, j'allais dire un petit bonjour le soir, après ses cours. On bavardait, on parlait des Allemands, bien sûr. Et puis un jour, il me dit quand même, là on arrive en 1942, début de 42, il me dit, tiens, tu vas distribuer ça, j'ai la photocopie là, c'est ce tract qui avait été baptisé le Patriote de l'heure, qui est devenu un journal après la guerre, ça a duré plusieurs années. C'était écrit à la main. Je crois que c'est une institutrice, mais je ne peux pas le certifier, qui a fait ça. Puis ça a été polycopié. Alors, il m'en a donné quelques-uns, à donner à des gens que je connaissais ou à distribuer. C'était le début de la résistance. C'était modeste. Et puis ensuite, au cours de l'année 42, toujours, ça s'est perfectionné. On a eu celui-là. Ah tiens, pas que j'y pense. Les Allemands étaient à peine arrivés, que sur les murs d'Évreux, des affiches comme ça qui ont fleuri sur les murs. Ce sont des gens qui avaient fait quelque chose contre les Allemands, je ne sais pas quoi, puis jugés et fusillés, dès 1940, ça. Et puis ensuite, eh bien, juste acte là, en plus grand nombre, en beaucoup plus grand nombre, ça s'appelle le témoignage chrétien. C'est un tract qui était imprimé à Paris, amené à Évreux par un pharmacien d'Évreux, qui était en relation avec un médecin parisien qui s'appelait le docteur Vic Dupont, un médecin qui était spécialiste des poumons. Donc le médecin faisait imprimer ça, amené à Évreux par le pharmacien, remis au professeur Maury, puis ils m'ont donné un paquet à distribuer. C'était plus moderne, parce que là, ils étaient imprimés. Puis il y en a eu d'autres comme ça, j'en ai plusieurs là. Et puis ensuite, ça s'est encore perfectionné. Là. On arrive dès la fin de 1942. Il y a eu celui-là, le courrier de l'air. Ça, c'était imprimé en Angleterre. Et c'est un avion qui volait très haut, qui jetait ça. Alors, comment ça se passait? C'était emballé dans des cartons, grands comme ça, des grands cartons, il y en avait, je sais pas, 30 kilos, 40 kilos dans un carton, avec une grenade dans le milieu. Et puis l'avion, il jetait ça, il déclenchait la grenade, ça explosait, ça se répandait sur des centaines d'hectares. Donc, c'est comment que ça se passait, parce que une nuit, j'ai entendu un gros boom, juste auprès de notre maison. Et puis, c'était une maison isolée, hein, c'était complètement isolé, c'était un passage à niveau. J'ai entendu un gros boom, j'ai regardé la fenêtre, mais il faisait nuit, j'ai rien vu. Mais j'entendais un avion qui était très haut. Et puis le matin, je dis ça à ma mère, au petit jour, on a regardé, en effet, à 30 mètres de la maison, il y avait un gros carton, plein de choses comme ça. Mais la grenade, ça n'avait pas explosé. Donc on a rentré ça dans la maison,
Puis j'allais à Évreux tous les jours. Eh bien, j'en emmenais un paquet, j'en jetais dans la rue, un petit peu partout. Là, alors la résistance, c'était ça. Distribution des tracts. C'était à peu près tout. Et puis ensuite, ça s'est quand même perfectionné, c'est devenu un peu mieux organisé. On arrive fin 1942, tout début, oui, fin 42, début 43. On a reçu une consigne de récupérer, dans la mesure du possible, des aviateurs dont l'avion avait été abattu dans la région, des pilotes, parce que ça coûte très cher, puis c'est très long pour former un pilote. Alors, il fallait essayer de les récupérer pour les renvoyer un jour en Angleterre. Donc, il y a eu un certain nombre de récupérés, logés chez des particuliers, mais surtout logés dans une ferme qui est dans mon village. Mais la ferme est isolée, et puis c'est au-dessus du village. Il y a une ferme isolée. On les mettait là. Puis là, ils sont restés plusieurs mois. Ils sont devenus ouvriers agricoles. Et puis, il s'est mis en route un système d'évasion qui partait de Paris. Ce système d'évasion, c'était par relais. Il fallait les conduire à Paris. Et puis de Paris, ils partaient par différents groupes de résistance vers la Bretagne ou vers l'Espagne. Ceux qui partaient vers la Bretagne, ils étaient convoyés jusque dans les Côtes d'Armor, à côté d'un village, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, à côté d'un village, juste en bordure de mer. Et là, il y a un pêcheur qui les recevait chez lui. Et puis une nuit, sur son petit bateau, il les emmenait en mer, rejoint d'un sous-marin qui avait approché le plus possible. Il montait dans ce sous-marin, il repartait en Angleterre, comme ça, pour reprendre du service. Les autres partaient par petits groupes aussi, vers l'Espagne. Pareil, pour reprendre du service, dans la mesure du possible. Donc, moi j'étais en règle, à ce moment-là, j'avais plus de 15 ans, j'avais 17 ans. J'étais en règle, je n'avais pas de faux papiers, donc j'avais pas de problème. Le professeur Maury me dit tu peux conduire des Américains à Paris pour le départ vers la Bretagne. Je dis oui, je veux bien, il n'y a pas de problème. Donc, on me donne la consigne, dit tu viens tel jour, telle heure, le matin, très, très tôt, 6 heures du matin, il fallait être chez lui. Quand j'arrivais chez lui, il y avait déjà pas mal d'Américains ou d'Anglais qui étaient là, qui attendaient. Eux, ils venaient de la ferme de Penette, la ferme qui était si isolée là. Ils venaient à pied, et donc ils ont marché toute la nuit. Ils devaient partir vers 10 heures du soir pour être à 6 heures du matin à Évreux. Ça leur faisait au moins 14 km à faire, de nuit par des chemins. Donc à 6 heures du matin, ils étaient là. Donc le professeur Maury, tu prends ces deux-là, ainsi de suite. Ouais. Bon, alors, nous voilà partis vers la gare d'Évreux. Des forces de prendre le même itinéraire. On était 4 convoyeurs. Donc on emmenait 8 aviateurs. Mais il fallait prendre des rues différentes, surtout pour penser à 2 groupes dans la même rue. Parce que il y avait des contrôles de police française, mais allemande aussi, contrôler les papiers. Donc, arrivé à la gare, il fallait prendre des billets, monter dans le train, mais on n'avait pas le droit de monter à 2 convoyeurs dans le même wagon. Toujours une question de sécurité. Un convoyeur et deux aviateurs dans un wagon, puis ainsi de suite au long du train. Et puis, alors, le premier voyage, j'ai demandé au professeur Maury, juste avant de partir, je lui ai dit, mais c'est bien gentil, ça, je pars avec deux aviateurs, mais je vais où? Ouais, s'il m'a répondu, il m'a dit, tu n'as pas besoin de le savoir.
quelqu'un qui te connaît t'attend à la gare. Bon. C'était aussi une question de sécurité, parce que en cas de contrôle, que je sois arrêté avec des Américains, surtout que des contrôles, il y en avait à la gare d'Évreux, mais il y en avait encore plus à Paris, à la gare Saint-Lazare. Je ne pouvais pas dire où vous allez, j'en savais rien. Alors le premier voyage, j'ai attendu un petit moment comme ça, et puis je suis arrivé à la gare Saint-Lazare, personne de connaissance, obligé de rester, je reste au moins une demi-heure. C'était là le risque, à faire des 100 pas devant la gare Saint-Lazare. Et puis à un moment donné, en effet, quelqu'un que je connais, puis qui me connaît, qui est passé à côté de moi, qui dit « Suis-moi ». On l'a suivi dans Paris à pied, pour aller dans un grand immeuble, je crois que c'est au premier étage. Bon, là on m'a remercié, ils m'ont dit merci pour le transport, allez, au revoir. Je suis parti. C'était le premier voyage. Et on a vu un autre après, où ça a failli se compliquer, parce que comme on n'avait pas le droit de monter à deux dans le même wagon, j'étais plus à gauche du train, et le premier wagon du train était réservé à l'armée allemande. Il y avait des grosses pancartes sur le wagon, réservé à l'armée allemande, donc pas le droit de monter là-dedans. L'autre convoyeur, qui était vers ma droite, il monte dans le premier wagon français, puis l'autre dans le deuxième wagon français. C'était fichu pour moi, j'ai dit tant pis, je monte avec les Allemands, on verra bien. Je suis monté dans le train avec les Allemands. À l'époque, c'était des banquettes. Il y avait 4 personnes d'un côté, 4 en face, dans des compartiments. On va dans un compartiment, il y avait plusieurs soldats allemands qui étaient là, et qui devaient partir en permission, sans doute. Donc, un Américain s'assoit à côté d'un Allemand, moi j'étais en face aussi d'un Allemand, puis un Américain ou un Anglais à côté de moi. Là, le train parti, et puis peut-être un quart d'heure après, pas plus, en pleine campagne, le train s'est arrêté brutalement. Pourquoi, je ne sais pas. Le train s'arrête brutalement, et la valise d'un des Allemands tombe sur la tête de son voisin américain, qui a eu un très bon réflexe. Il n'a pas poussé un juron, une injure, rien du tout, en anglais, parce que ça aurait pu mal finir. L'Allemand s'est levé, il a repris sa valise, il l'a remis sur le porte-bagages, le train est parti, le voyage s'est bien terminé. Mais on a vu chaud. Une autre fois, nous voilà partis, et puis en cours de route, comme je sais, il faut les emmener, je connais l'adresse maintenant, il n'y a pas besoin de personne. Je vais par le train ou je vais par le métro. Bon, je vais par le métro ou à pied. Je me suis dit, bon, tant pis, on va à pied. Allez, on a été à pied. J'ai mis les Américains là où il fallait. Puis au retour, je dis, je prends le métro, ça va aller plus vite. J'ai bien fait, parce qu'au retour, je suis tombé dans ce qu'on appelle une souricière, un piège. Les couloirs du métro étaient barrés. Contrôle de police. Ils contrôlaient les papiers, et puis les bagages. Les bagages, j'en avais pas. Et les papiers, j'étais en règle. Ma carte d'identité. On m'a fait passer. J'aurais fait le contraire. On était pris. C'est une question de chance. Donc, voilà, le principal de la résistance, c'était ça. Ça a été de faire quelques transports de choses plus ou moins défendues, c'est-à-dire des fausses cartes d'identité. Quelques armes, comme ça, pas beaucoup. C'était la résistance. Bon, on arrive... oh tiens, je vais citer un fait de résistance tout à fait pacifique. Ça se passe à Gendarmerie-Brionne. Tous les 15 jours, 3 semaines, j'allais à Gendarmerie-Brionne, je fais la liaison entre Brionne et puis Évreux. Puis le gendarme que je connaissais bien, on discutait, on parlait surtout des Allemands, et on avait de cantonné à Brionne, on avait à Pont-Autou. Alors ils me tenaient au courant s'ils étaient partis ou s'ils étaient, si on avait d'autres revenus.
Et puis un jour, il me raconte son histoire, il reçoit à la gendarmerie l'ordre de la police allemande pour procéder à l'arrestation d'un monsieur, un quincaillier de Brionne, et de le maintenir à disposition des autorités. Bon, ce quincaillier, c'était un résistant, j'ai déjà été une fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai été y porter ou chercher quelque chose pour la résistance. Le gendarme va prévenir ce monsieur, lui dit je vais revenir tout à l'heure, vous arrêtez. Alors, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Et il est revenu avec d'autres gendarmes, il a constaté que le personnage n'était plus là. Donc lui, il a fait son rapport d'autorité, on n'a pas trouvé le personnage, il était disparu. Or, le personnage en question n'était pas loin, il était dans un pré, toujours à Brionne. Il s'est logé dans un petit bâtiment au milieu d'un pré. Et qui est-ce qui allait porter à manger à ce monsieur-là? C'est le gendarme. Tout simplement, c'est la femme du gendarme qui faisait la cuisine, elle allait y porter à manger. C'est lui qui allait y porter à manger tous les jours, jusqu'à leur libération comme ça. C'était un acte de résistance aussi, spontané de la part de ce gendarme. Et il en a fait d'autres d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était la résistance. Mais on arrive en 1944, le 20 mai, suite à une dénonciation, j'ai été arrêté par la Gestapo, chez le papa du monsieur, là où je travaillais. Donc, j'étais arrêté, puis je suis retrouvé en prison. L'auteur de la dénonciation, c'est un agent de police d'Évreux, qui avait besoin d'argent, sans doute. Je ne connaissais pas, lui non plus, ne connaissait pas. Mais il avait un copain d'école, il se voyait souvent, son copain d'école, lui, était dans la résistance, il me connaissait. Ce copain d'école lui a donné pas mal de noms, que ce policier a noté. Et il a été vendre tout ça aux Allemands. Ils ont donné une grosse somme d'argent. Mais ça lui a pas porté chance, parce que ça se passait au mois de mai, ça. Au mois d'août, il y a eu la libération. Lui, ce policier a été arrêté, il était en prison. Il a été jugé en 1946, en cour d'assises, condamné à mort et exécuté à Évreux. Donc son argent, il n'a pas profité. Donc nous, on s'est retrouvés en prison, un certain nombre, une quinzaine comme ça de dénoncés. Et puis, ce qui nous a sauvés, là, ça se passait le 20 mai, il y a eu le débarquement le 6 juin, ça nous a sauvés. Le 8, 2 jours après, ils sont empressés de nous sortir de nos cellules, un par un, nous menotter. Et puis, il y avait pas assez de menottes, il y en a plusieurs qui ont eu les mains attachées dans le dos, et de la corde. Alors, le curé du village à côté de chez moi, qui avait été dénoncé aussi, ainsi que l'instituteur de mon village, le curé nous a dit ça va aller mal pour nous, je vous donne à tous l'absolution. C'était une bonne action de sa part. Mais en fait, non, on pensait fusiller. On est monté dans un bus qui nous a emmenés à Compiègne. Et quelques jours après, ils en ont libéré quelques-uns de la prison. Et puis un certain nombre d'autres résistants, ils ont emmené en camion auprès d'Évreux et ils ont tous tués. Donc tous été tués. Et ça a beaucoup traumatisé ma mère parce que le chauffeur du bus qui nous a emmenés à Compiègne, c'était un camarade de mon frère. Ils faisaient des courses de bicyclette ensemble. Alors mon frère avait été le voir, il demandait si j'étais dans le bus. Le chauffeur, il a dit, il ne me connaissait pas, il a dit non, je crois pas. Hein. Donc, ma mère a pensé que j'étais dans les tués d'Évreux, là, dans les fusillés. Et puis là, la libération, ils ont déterré tous ces gens-là pour les enterrer ailleurs, dans leur village. Alors les gendarmes sont venus chercher ma mère, ça l'a traumatisée. Elle est restée dans la voiture de la gendarmerie, mais chaque fois qu'elle sortait un corps, il fallait qu'elle aille voir si c'était moi.
Alors, oui, il a été très traumatisé avec ça. Bon, ils m'ont pas trouvé, donc ils ont déduit que j'étais parti avec l'autre groupe. Ils ont ramené ma mère chez elle. Et on s'est retrouvés, nous, à Compiègne. Compiègne, c'était un camp de regroupement. Il y avait des résistants de pratiquement toute la France qui étaient là. On est resté une dizaine de jours. Et puis, un soir plutôt, on nous a fait entrer dans un grand baraquement, enfermé là-dedans, fouillé, il peut y avoir de couteaux. Donc, ils ont tout confisqué. Puis le lendemain matin, il a fallu aller à la gare de Compiègne, avec beaucoup de soldats autour de nous. On est monté dans des wagons à bestiaux, avec 40 hommes, 8 chevaux. Celui où j'étais, on était 65, il y a des wagons, ils étaient 80, il y en a même un, ils étaient 105, sur une toute petite surface, si bien qu'obligé de rester debout. Le train est parti, il roulait au ralenti, il arrêtait souvent sur des voies de garage pour laisser d'autres trains passer. Et puis, ça a duré 3 jours comme ça, sans manger, sans boire. Et la soif, j'en ai besoin de boire, mais on pouvait pas, le train était garé en plein soleil. Puis on est arrivé en Allemagne, devant un camp où on voyait les baraquements. On est descendu de ce train, sous la violence. Il y avait un comité d'accueil qui nous attendait, là, tapé dans le tas. Alors, on nous a fait mettre 5 par 5, on est entré dans ce camp. On est resté au garde à vous longtemps. Le soir, à la tombée de la nuit, ont été tondus. Plus de cheveux, tondus. Les bijoux, les montres, tout ça, confisqués. Les vêtements, confisqués. On nous a fait entrer dans ce qu'on appelle un Waschraum, c'est-à-dire un lavabo, quoi. Une rampe avec plein d'orbinets. Et puis des pommes d'arrosoir, des pommes de douche. On a eu droit à la douche. 5 secondes d'eau chaude, 10 secondes d'eau froide, et puis dehors. Pas de serviette, hein, vous essuyez. Pas de savon non plus. Et on a passé la nuit debout, comme ça, on garde à vous, tout nu. Le lendemain matin, le commandant du camp est venu nous souhaiter la bienvenue à sa façon. Il est monté sur une table, comme ça. Il a fait un beau discours pour nous dire qu'on était dans un camp de travail. Toute tentative de sabotage ou d'évasion, c'est la peine de mort. Et puis il termine son petit laïus en disant « Vous êtes entré par la porte, mais vous sortez par la cheminée. » Sur le coup, on n'a pas compris ce qu'il voulait dire par là. Mais on l'a compris le soir même, quand on a vu la cheminée au fond du camp, ça fumait, c'était le crématoire. Pour lui, c'était l'issue de secours, l'issue de sortie. Donc, dans un camp comme ça, vous appelez plus monsieur Intel ou... Non, votre nom, vous le laissez à la porte. On vous attribue un numéro. C'est plus que ça qui compte. Votre nom, il faut l'oublier. Uniquement le numéro. Si un capot a besoin de vous, il va appeler le numéro tant. Vous avez intérêt à le connaître en allemand, d'ailleurs. Sinon, vous prenez une de ces raclées. Car dans ce camp, il y avait beaucoup de violence. Beaucoup. De la part des gardiens, mais aussi de la part des capots. Ces capots, ce sont des individus. Beaucoup avaient déjà de nombreuses années de prison, des voleurs, des gangsters, des gens comme ça. Mais c'était eux les chefs. Ben là, ils avaient le grade de capot, ils avaient le droit de vie ou de mort sur un prisonnier, et pour tuer un prisonnier, ça n'avait aucune importance. Donc on nous a attribué un numéro.
on nous a mis au travail. Un travail qui consistait à mettre, mettons, 100 prisonniers à creuser un grand trou, puis leur boucher le lendemain, puis en faire un autre à côté. Un travail complètement idiot. Et puis d'autres travaux comme ça, mais d'autres un peu moins idiots. Enfin, il y en a rien. Bon, quand même. Parce que ce camp, les bateaux, les péniches pouvaient entrer dans le camp. Les premières victimes de ce camp, ceux qui ont construit ce camp, ils ont construit un canal qui part du fleuve, qui vient jusque dans le camp. Et les premières victimes, c'était des Allemands. Plein d'Allemands sont morts là d'épuisement ou abattus. Une quantité, c'est eux qui ont creusé un canal. Et des péniches arrivaient dans le camp. Et nous, il fallait qu'on décharge ces péniches à la pelle. C'était des péniches de démolition de la ville de Hambourg, qui avait été rasée. Et comme le camp était construit sur des marécages, ben, il remontait le terrain comme ça, avec les ruines. J'ai une anecdote, un jour dans ma pelle, qu'est-ce que je vois dans ma pelle? Des cheveux de femme, des cheveux assez longs, quoi, comme la jeune fille, là, tiens. Des cheveux comme ça, et puis un petit morceau de tête. C'est une femme qui avait été scalpée par un éclat de bombe dans Hambourg. Ça fait un drôle d'effet. Donc voilà le travail. C'est un travail d'épuisement, un travail fatigant. Alors, la vie de ce camp, la vie du camp, il fallait se lever de très bonne heure le matin. Ça devait être autour de 4 heures. On n'est plus de monde. Hein. Ça devait être autour de 4 heures. Faire son lit, c'était un grand mot, parce que le lit, ça consiste, c'est une paillasse, c'est de la paille, avec de la grosse toile autour. Il n'y a pas d'oreiller, il n'y a rien. Mais une couverture qui est sale d'ailleurs, et qu'il faut plier bien droit sur la paillasse. Les capots viennent vérifier. Si c'est pas bien blanc, vous avez une raclée. Et puis ensuite, un appel qui va durer une demi-heure, 3/4 d'heure, garde à vous, dehors. Par tous les temps. S'il pleut, ben, c'est pareil, vous devez rester sans bouger. Et puis après l'appel, distribution de café. C'est un grand mot, parce qu'en fait, c'est de l'eau chaude, avec un colorant marron dedans. C'est marron. Vous avez 1 millilitre, à peu près 1 millilitre. C'est chaud, bah, vous buvez ça, et c'est tout. Il n'y a pas de pain avec, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien, tout ça. Hein. C'est le petit déjeuner, ça. Le midi, vous avez une soupe aux choux, des choux rouges. Beaucoup d'eau, quelques feuilles de choux, une pomme de terre, si vous avez de la chance, si vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas de pomme de terre. C'est le repas du midi, il n'y a que ça. C'est un repas liquide. Le soir, même menu, la même soupe, aussi mauvaise. Et puis un petit bout de pain, tout noir. C'est comme une tranche de pain d'épices. C'est à peu près comme ça. Bon, ça devait faire 25 grammes, 30 grammes, je ne sais pas trop. Et puis un tout petit dé à coude de margarine dessus. Voilà, c'était la nourriture. Alors, ce régime-là, bah, vous maigrissez. Vous maigrissez vite, même. Donc, oui, il y a le régime alimentaire. Donc, la tenue vestimentaire. Bon, vous avez déjà vu, sans doute, on a touché un pantalon rayé, bleu et blanc, et puis une veste rayée, bleu et blanc. Mais la veste, il n'y a pas de doublure, hein, c'est de la petite toile, là, en tissu synthétique. Une chemise, mais il n'y a pas de bouton, c'est une chemise d'occasion. Hein. La tenue, c'est pareil, c'est pris sur ceux qui sont morts ou qui ont été exécutés. Donc vous touchez ça, un caleçon long en, je sais pas, en coton, je sais pas en quoi c'est, puis un tricot de peau pareil, gris, puis un bonnet, rayé aussi. Voilà, ça c'est la tenue, avec notre numéro marqué là sur la poitrine, puis sur la jambe droite du pantalon.
numéro qu'il faut connaître en allemand. Hein. Donc ça c'est la tenue, la nourriture, ça y est, le travail, ça y est. Donc on est resté dans ce camp où il y avait énormément de violence. De la part des gardes des Miradors qui se faisaient un carton de temps en temps, en tuant prisonniers, histoire de s'amuser. Surtout les capots, et ils tapaient. Mais il y avait aussi beaucoup d'exécutions. J'ai une photo, là, c'est un vieux bâtiment en bois. Il y a plein d'exécutions, plein de pendaisons, ou alors au pistolet. On a eu des quantités comme ça. D'ailleurs, il y avait aussi dans le camp des exécutions publiques, des pendaisons. J'en ai personnellement, je ne l'avais pas vu parce qu'on est resté une dizaine de jours, 10-12 jours. Mais j'ai été tendu, assis sur la marche, les marches d'une potence. Une potence, il y a 2 marches, puis un petit plateau qui bascule. Donc assis là-dessus pour être tendu. Au bout d'une dizaine de jours, il a fallu trier 1000 prisonniers. On a été sélectionnés à 1000. L'instituteur de mon village, le curé du village à côté, voilà. Et puis plein d'autres. Il en fallait 1000. Nous voilà partis en train, 48 chevaux, là, direction Brême. On est arrivé à Brême, on a été logés dans un petit commando, des baraquements, il y en avait 4 baraquements de 150 prisonniers. Là, il y avait moins de violence, il y en avait toujours, mais il y en avait moins de violence, la nourriture c'était la même, le travail c'était pareil. Il fallait creuser des trous, porter des rails, porter des ferrailles. Il s'agissait de construire un abri pour les sous-marins. Donc, on a commencé à piocher là. Mais on était à peine arrivé à Brême, il y a eu le bombardement de la ville. En une nuit, la ville a été complètement détruite. Alors à ce moment-là, il y en a 500 qui sont partis en ville pour sortir les cadavres des cales, et puis commencer à déblayer les ruines. Puis 500 autres ont été piochés pour la base. Donc, on arrive comme ça, c'était en juillet, août, septembre. Fin septembre, ils ont demandé les menuisiers, camarades de l'instituteur de mon village, ils lèvent la main, j'en fais autant. Et puis 3 autres en font autant aussi. Ils avaient besoin de menuisiers. En fait, on était 5, sur les 5, il y avait pour un seul menuisier. Moi, c'était les lunettes. Il y avait deux officiers de l'armée française, puis un marchand de vin. Donc, on n'était pas tellement qualifiés. Mais ça ne changeait rien, parce qu'en fait, menuiserie, c'était dans un petit baraquement où il n'y avait rien. Il y avait quelques outils à main, et puis pas mal usagés. Hein. Donc, ça risquait pas grand-chose. Il y a un événement que j'ai oublié de citer, là. Il faut que je le dise pendant que j'y pense. Au cours d'un appel au Grand Camp, ils ont dit les ingénieurs sortaient des rangs. Il y en a qui sont sortis, je crois qu'ils étaient 6. Ils sont sortis des rangs pensant être moins battus, et puis être mieux logés, mieux considérés. En fait, ils ont fait monter dans un camion, ils sont partis à Hambourg. Leur travail d'ingénieur, ça a été de déterrer les bombes non explosées dans la ville de Hambourg. Et puis, eh bien, sur les 6, il y en a qu'un qui est revenu. Je le connaissais un peu. C'est lui qui m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Il fallait donc déterrer la bombe, dévisser le percuteur qui est dans le nez de la bombe. C'est gros, hein, c'est un gros machin. Dévisser ça. Mais dès qu'il commençait à tourner pour dévisser, la bombe explosait, puis l'ingénieur était pulvérisé. Il n'y en a qu'un qui rentrait.
Donc nous à Compiègne, oui, fin septembre, début octobre, ils ont les menuisiers. C'était un avantage quand même. On avait un abri. On était dans un petit bâtiment, on était à l'abri. Parce que il était interdit d'essayer de se garer, de s'abriter s'il pleuvait. Or, ça pleuvait souvent. Hein. Défense d'essayer de se mettre à l'abri, sinon un garde peut vous abattre. Donc, j'ai été trempé. Et le fait d'être à la menuiserie, ça permettait de rester au sec s'il pleuvait. C'était un avantage. Bon, mais cet avantage-là, il n'a pas duré longtemps, parce que à la fin de l'année, le 31 décembre, j'ai été chassé de la menuiserie, parce que le capot a trouvé qu'il y en avait un de trop. On a tiré au sort, c'est tombé sur moi. Je suis retourné à la base, faire des trous, porter des rails, faire des travaux comme ça. On arrive au mois de novembre, il a commencé à faire froid. Car au nord de l'Allemagne, là, l'hiver est rude, l'hiver est très froid. Au mois de novembre, ça allait encore si on peut. Bon, il gelait depuis longtemps, mais c'était étonnable. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il fallait tous les matins se présenter au fameux Waschaum, c'est-à-dire les tuyaux et des robinets là. Et sur le torse nu, et puis se laver la figure, et puis le torse. Et le capot contrôlé à la sortie si vous êtes mouillé ou pas. Si vous êtes mouillé, ça va. Si vous n'êtes pas mouillé, vous vous faites tabasser. Bon, mais ça c'était le rituel tous les jours. Mais arrivé à la mi-novembre, mi-novembre ou début décembre, il n'y avait plus d'eau, parce qu'il fait froid, il commence à faire moins 8, moins 10, les robinets sont gelés, il n'y a pas d'eau. Mais il faut quand même aller torse nu au robinet. Ça ne sert à rien, on ne peut pas se laver, il n'y a pas d'eau. Il fallait entrer puis ressortir, mais torse nu. Donc ça va comme ça jusqu'à la fin de l'année. On arrive le 31 décembre, moi j'ai été éjecté de la menuiserie. Il faisait très froid. À partir de fin décembre, là, le thermomètre est descendu à moins 10, moins 15. Et on avait toujours la tenue d'été, la petite veste, la chemise, et puis la petite veste sans doublure. C'est tout ce qu'on avait comme vêtements. Ça a fait beaucoup de morts. Il y en a beaucoup qui sont morts de froid, qui ont ramassé des congestions. Ils sont morts comme ça. Et puis il y avait une astuce qu'on a appris. Il y avait des médecins avec nous, hein, il y en avait plusieurs. Ils nous ont conseillé. Quand tu sens plus ton oreille, par exemple, surtout tu ne la sens plus, il faut frictionner avec de la neige. Alors, c'est vrai, quand on commençait à toucher à l'oreille, c'était raide, on ne la sentait plus. Il fallait frotter avec de la neige, parce qu'une oreille gelée, ça corse comme du verre. Votre oreille elle tombe par terre. Alors, vous pouvez faire ça. Dès que tous on faisait ça, on se frottait les oreilles, ça évite que ça gêne. Donc c'était un conseil. Alors, le mois de janvier arrive. Il y a eu beaucoup de morts au mois de janvier parce qu'il n'y a plus grand chose à manger. Pendant une quinzaine de jours, on a eu comme nourriture des betteraves à vache. Parce qu'il y avait un silo pas loin du commando. Alors, un petit commando allait chercher des betteraves. La betterave était coupée en 3, 4, 5 morceaux. C'était la seule nourriture qu'on a eue pendant une quinzaine de jours. De la betterave à vache, et tout. Le matin, rien, le midi, rien, le soir, le bout de betterave à vache. Ça a fait beaucoup de morts, surtout avec le froid. Là, ça a été affreux. On est arrivé à 1000 au mois de juillet dans ce petit commando. Et vers le 10 ou le 15 janvier, on était encore à peu près 500. Il y en avait 500 de morts, là, à peu près la moitié. Donc, ils ont dissous un autre commando qui n'était pas tellement loin, dans la même ville de Brême, où ils ont eu autant de morts que nous.
Et puis ils ont ramené dans le commando où on était, si bien de 500, on est remonté peut-être à 750, peut-être même 800. On arrive au début mars, au tout début mars, bombardement de la base sous-marine qui avait commencé à prendre forme, bombardement de cette base, où il n'y a pas eu tellement de dégâts. Mais moi, je me suis pris un éclat, ça coupe comme un rasoir, hein, un éclat bombe. Une coupure, une simple coupure dans la cheville droite, là. C'était pas méchant. Mais comme on était sale, très sale, puisqu'on ne se lavait jamais, ça s'est affecté. C'est compliqué. Ma jambe a enflé. Je me suis retrouvé avec la jambe droite, comme une patte d'éléphant. Rien à faire. Il y a une infirmerie, je vais aller à l'infirmerie, mais je connaissais le tarif. Il faut avoir 42 fièvres. Vous n'avez pas 42 fièvres, pas à peine de vous présenter. Ce qui m'est arrivé, je me suis présenté, je me suis pris une raclée, et puis éjecté, mis dehors. Alors, tant pis, je suis resté comme ça avec mon entaille là, dans la jambe, il y a eu du pu. J'avais trouvé un clou. Donc, tous les soirs, je crevais l'abcès, sortir le pu, mais le lendemain, c'était revenu. Donc, cette jambe amochée, je l'ai gardée jusqu'à la libération. C'était début mars. Fin mars, il y a eu un autre bombardement, mais alors plus sérieux celui-là. Hein. La base a été pratiquement démolie. Donc, on est resté 3 jours au commando, à rien faire. C'était le repos absolu. Mais quelques jours après, ils ont pris une décision, il a fallu évacuer, puisqu'on n'avait plus de travail sur la base. Il a fallu évacuer. Les bien portants à droite, les éclopés, les malades à gauche. À cause de ma jambe, je voulais me mettre à gauche. Mon camarade, l'instituteur, a dit « Fais pas ça, tu restes avec nous, tant pis pour ta jambe, on va t'aider. » Donc je suis resté avec les bien portants et on est parti à pied. Les fameuses marches de la mort, vous avez entendu parler sûrement, parce que on marchait pas vite d'ailleurs, mais on faisait 20 ou 25 km tous les jours quand même, sans manger. Et puis le SS, il était tout seul derrière, marchait tout seul. Puis ceux qui traînaient, ils les abattaient. Ils étaient tués au bord de la route ou du chemin. Ils étaient abattus. Donc, nous, on est partis à pied comme ça. Les autres, les éclopés, c'est un camion qui est venu les chercher pour les mettre dans un train, des wagons découverts, des wagons, il n'y a pas de toile, là, à Brême, à la gare de Brême. Le train est à peine parti, je crois qu'il a dû faire 3-4 km maximum. Il a été bombardé, mitraillé. Ils sont presque tous morts. Donc c'est encore une question de chance. Le bon choix. Nous voilà partis, donc on a marché pendant une bonne semaine, sans manger, sans boire, rien du tout. Au départ, un capot qui nous a dit « Un camion de pain vous suit ». En fait, on n'a jamais vu le camion, donc jamais de pain. Alors, la nuit, on couchait dehors, on était encerclés par des soldats. Et puis, l'avant-veille d'arriver au Grand Camp, on a logé dans une cour de ferme, plus que dans une cour, parce qu'on a le droit de rentrer dans une grange. On est rentré dans une grange. Le fermier a dû avoir pitié de nous, il a fait cuire des pommes de terre dans un grand chaudron, une grande marmite. On a eu chacun une pomme de terre, ça a été le seul repas. Et puis on a couché dans la grange, puis le lendemain matin on est reparti pour arriver au Grand Camp. Il y a encore une question de chance là-dedans, parce qu'un autre groupe qui nous suivait a été logé aussi dans cette grange. Et les gardiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le feu à la grange. Il n'y a pas un seul escapé, ils sont tous morts brûlés.
carbonisé. Donc nous, on est revenu au Grand Camp, où les violences étaient calmées. Ça tapait beaucoup moins, la soupe était meilleure, il y avait du progrès. Le travail, c'était un travail décontracté, c'était plus le travail de forçat qu'on faisait. Moi, puis, pas tout seul, mais tout un groupe. On nous a fait démolir le four crématoire. On a pu démolir ça avec une masse. Donc, plus de four crématoire, plus de mort à brûler. Ça a duré quelques jours. Ensuite, on nous a fait remonter dans un train, toujours 48 jours, nouvelle partie, pour la ville de Lübeck. Ce jour-là, nous, on est partis par le train, mais un autre petit groupe, le commando, ce qu'on appelle le commando des lapins. Les lapins, c'était des enfants qui venaient d'Auschwitz. Des enfants le plus jeune devait avoir 5 ans, le plus vieux devait avoir une douzaine d'années. C'était un soi-disant médecin du camp qui leur a inoculé le bacille de Koch pour la tuberculose. Puis il en soignait une partie, et puis l'autre pour voir combien ils mettraient de temps à mourir, les uns ou les autres. Alors ces enfants-là sont partis en camion à Hambourg, avec 2 médecins français, un infirmier hollandais, et puis je crois que c'est 5 soldats russes qui avaient été faits prisonniers. Et puis arrivés à Hambourg, ils les ont fait descendre dans les caves de l'école. Les médecins ont été pendus, le hollandais aussi, les russes aussi. Et les enfants ont tous été pendus, un par un. C'est l'école de Bullenhauser-Damm, dans Hambourg. Si un jour vous allez en vacances dans Hambourg, vous pourrez aller voir. Il paraît, c'est un professeur, ou une professeure d'histoire qui m'a dit ça, qu'il y a été, que devant l'école, ils ont fait un parterre de fleurs, et puis un rosier par enfant. Mais ça, je ne l'ai pas vu. C'est cette professeure qui m'a dit ça. Donc, on est arrivé à Compiègne, à Lübeck. À Lübeck, monté sur un bateau qui s'appelait l'Athènes. C'était marqué dessus, l'Athènes. C'était un cargo. On nous a fait descendre à fond de cale, serré comme des harengs, donc debout. Et puis, après, le bateau s'est mis en route. On va partir en mer, rejoindre un autre gros bateau. On nous a fait monter sur ce gros bateau avec une échelle de corde, là. Et puis descendre encore à fond de cale. On est resté à peu près 2 jours. Et à un moment donné, ils ont dit, les Français remontés. Alors les Français, on est remontés, les Russes sont restés. On est remontés pour nous remettre sur le premier bateau. On nous a remis là-dedans, donc toujours à fond de cale. Hein. Et puis là-bas, on a attendu. Le bateau ne bougeait pas. Et puis rien à manger. Ça a duré 13 jours comme ça. Rien à manger, rien à boire. Ça fait beaucoup de morts. Beaucoup sont morts de faim, de soif, d'épuisement. Énormément. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu comme mort là, sur ces bateaux? Et puis on arrive au 2 mai. Le 2 mai, le bateau où on était a reçu un obus. Un obus qui venait de la côte. L'obus, il est rentré dans la cale où on était, puis il est ressorti de l'autre côté et il n'a pas explosé. Sinon, ça aurait fait beaucoup de morts. Il n'a pas explosé. On arrive au lendemain 3 mai. Il y a eu beaucoup de tirs de canon, de tirs de mitrailleuses. Ce sont des avions anglais qui avaient repéré 4 bateaux qui étaient en mer, là. Ils sont venus les couler, mitrailler, bombarder et couler ces bateaux, dont le nôtre. Mais le nôtre n'a pas été attaqué par les avions, je ne sais pas pourquoi. On s'était éloigné du gros bateau, là, du Cap Arcona. Et par le trou
que l'obus avait fait, on a vu le gros bateau au loin qui brûlait. Il a pris feu et brûlait. Puis il s'est renversé. En fait, il y avait 4 bateaux. Il y avait l'Athènes sur lequel on était, le Cap Arcona, c'était un gros bateau. Hein. Et puis 2 autres qui étaient plus loin en mer. Il y en a un qui aurait été torpillé par un sous-marin. On n'a pas tellement la preuve. Toujours est-il qu'il a coulé et il n'y a pas de survivants. Il y avait donc l'Athènes, le Cap Arcona, le Tilbec et le Dawson. C'est ça, les 4 bateaux. Donc le Tilbec, pas de survivants. Le Dawson, je crois qu'il n'y en a pas non plus, ou très peu. Cap Arcona, ceux qui ont pu arriver à monter du pont, il y en a qui sont jetés à l'eau. Ils ont pu nager, mais beaucoup ont été tués quand même par les gardes. Et eux, ils avaient toujours leur fusil. Et puis, le nôtre de bateau, là, qui s'était éloigné du gros bateau. Le commandant du bateau où on était a reçu l'ordre des gardes SS qui étaient sur le pont de notre bateau de couler le bateau. Ça devait être un monsieur bien, je pense, parce qu'il a refusé. Il a fait mettre son bateau en route et amené le bateau dans le port de Neustadt, auprès de Lübeck. Hein. Dans le port de Neustadt. Et quand le bateau est arrivé dans le port, eh ben, il y avait un tank anglais qui était là sur le quai. Et c'est sûrement lui qui avait tiré la veille sur le bateau, je pense. Hein. Et puis un soldat anglais qui arrive en courant avec son arme. Ça a été notre libération. Quelques prisonniers ont commencé à vouloir sortir en soulevant la trappe qui ferme la cale, une trappe, en soulevant la trappe. Et là, un des gardes SS, il avait mis sa baïonnette au bout de son fusil, et puis il a broché tous ceux qui essayaient de sortir, qui retombaient morts dans la cale. Et quand il en avait marre de faire ça, il est parti. Donc nous, on a pu sortir. Nous allons arriver sur le pont de ce bateau pour rejoindre, aller sur le bord. Puis là, est-ce que ce sont des Allemands ou d'autres prisonniers qui ont pu lancer, ou les marins peut-être, qui ont lancé une corde, on est descendu avec une corde pour être sur le quai. Là, on était libérés. Mais mon camarade, l'instituteur qui était resté avec moi, il a eu un réflexe que moi j'ai pas eu. Parce que les gardes SS, avant de quitter le bateau, ils ont tué le commandant du bateau. Ils l'ont criblé de balles pour le punir, de ne pas avoir obéi et coulé le bateau, ils l'ont tué. Donc on passe à côté de ce monsieur qui venait de tuer, il y avait 2 minutes. Mon camarade, il a eu un réflexe que j'ai pas eu. Il lui a retiré les jumelles qu'il avait autour du cou, mais les jumelles qui avaient été abîmées par une balle. Il y avait un oculière cassé. Et puis il a retiré son poignard qu'il avait sur le côté. Je l'ai là, je l'ai le voir tout à l'heure. C'est le seul souvenir que j'ai de cette tragédie. C'est une tragédie qui a fait 7000 victimes. Il y a eu 7000 morts dans cette baie de Lübeck. Une baie, c'est comme ça, une baie. Hein. Il y a des villages tout autour, il y a des villages, il y a une tombe, il y en a 200 dedans, d'autres, il y en a 300, d'autres, il y en a quelques-uns. J'ai une photo d'une tombe, là, il y en a 800 dans un village. 800 enterrés dans le même trou, là. 7000 victimes. C'était une tragédie. Nous, on a été libérés, mais c'était toujours la guerre. C'était le 3 mai. Hein. Les Anglais avaient autre chose à faire que de s'occuper de nous. Donc, on s'est répandu dans la ville. Il y a une école, tout près du quai où on était, il y a une école de sous-mariniers. Je suis passé là-dedans, puis plusieurs autres sont passés là-dedans. Il y avait plein d'armes, il y en a compris des revolvers. Moi, j'ai pris un couteau, une espèce de grand couteau. Et puis, première maison
J'ai vu, je suis entré, la porte était ouverte, je suis entré. Il n'y avait personne, je pense que les gens étaient cachés dans les pièces derrière. Je suis tombé sur un seau d'eau. On a bu de l'eau, beaucoup d'eau, trop d'eau. Évidemment, on boit avec soif. Tout le monde en a fait autant. Hein. Ceux qui avaient des revolvers, ils sont aussi entrés dans des maisons ou dans des commerces. Si le commerçant protestait, pan, ils le tuaient. Il y a eu pas mal de tués comme ça. Quand les Anglais ont vu ça, car ils combattaient toujours, mais un groupe d'Anglais est venu nous capturer, et le revolver à la main. Hein. Moi, ils m'ont laissé mon couteau, mais ceux qui avaient des revolvers, confisqués. On nous a rassemblés sur un champ de foire, là, où on est pour acheter, on est reparti presque aussitôt quelques-uns, on s'est logé dans des stalles à chevaux. Et puis, donc, ça fait une journée qu'on a été libérés. Moi, j'avais bu de l'eau, j'ai rien mangé. Les autres, il y en a qui ont trouvé à manger. Ils ont été dans la gare de Neustadt, ils ont trouvé un wagon, plein de fromage, des gros fromages. Ça venait de Hollande. Ils se sont gavés de fromage. Moralité, ils sont morts d'avoir trop mangé. Voilà, ils ont été punis. Bon, alors, là, on arrive au 8 mai. Le 8 mai, il y a un soldat anglais qui est passé dans la pièce où on s'était installé. On s'était installé dans l'école de sous-mariniers. Et puis, tout ce qui était mobilier, on a acheté ça par la fenêtre. Et puis, les machines à écrire, pareil. Tout ça, c'était parti par la fenêtre. Puis on était installé là. Le soldat anglais nous dire la guerre est finie. Pour nous, c'est terminé. Et puis le lendemain, moi, je tenais plus debout, j'étais vraiment à grande limite. Hein. Un camarade m'a pris dans ses bras, puis il m'a mis au bord de la route. Juste à ce moment-là, une ambulance passait, s'arrêtait, ils m'ont emmené dans un hôpital. Dans cet hôpital, eh bien, il y avait des prisonniers de guerre allemands qui m'ont pris en main, ils m'ont déshabillé, détruit mes vêtements, ils ont dû les brûler, je pense, parce que ces vêtements étaient pleins de poux. Ouais. Puis ils m'ont lavé comme il faut, dans une baignoire avec de l'eau chaude. On m'a bien lavé, on m'a donné un pyjama, on m'a mis dans une grande chambre. Bref. C'était la libération, mais toujours rien à manger. L'infirmière qui est passée nous a donné une tasse de tisane. Le lendemain, une tasse de tisane. Puis ensuite, sur le lendemain, des petits poissons. Et ensuite, on mangeait un petit peu mieux. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait réhabituer le corps à se nourrir progressivement. Ceux qui ont mangé trop tout de suite sont morts. Ceux qui ont bu trop tout de suite, ils sont morts. Ben, ça a failli me coûter la vie aussi. Hein. Pourtant, c'était de l'eau. Mais je suis retrouvé à l'hôpital, à côté de moi, c'était un Russe. Il avait bu de l'alcool brûlé. Là. C'est pas comment il n'avait bu. Ah, il était en mauvais état. Hein. Oui, il a bu ce qu'il a trouvé. C'était lui. Il a bu ça. Donc, on s'est quand même trouvé libre. J'ai oublié de le dire. Le 3 mai, il aurait été libéré. Le 4 mai, mes copains me disent, tu nous donnes ton couteau, on a besoin. J'ai donné mon couteau, de toute façon, je n'avais rien à en faire. J'ai donné mon couteau. Ils avaient repéré un petit cheval sur une île, une petite île. Ils ont pris une barque, ils ont tué le petit cheval. Ils ont ramené une pâte qu'ils ont fait cuire dans une espèce de lessiveuse. Ils ont fait cuire cette pâte de cheval, ils ont mangé ça. Voilà, rien à faire, vous pouvez pas manger. Donc, je suis resté à l'hôpital un petit moment. J'ai une anecdote. Un jour, il y en a un qui passe dans la chambre où on était là, qui nous dit, tiens, il y a un tel, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, Dupont, Durand, qui était curé. Il dit, ben, il fait une messe dans sa chambre. Je dis, bon, je suis catholique, ah oui, je vais y aller, tiens.
Moralité, pour aller dans sa chambre, pour aller monter des marches. J'ai monté 3 marches, peut-être 4, pour plus aller plus loin. Demi-tour. J'ai dû m'asseoir, puis me coucher. C'est là que j'ai constaté qu'il n'y a plus de force du tout. Et puis, on a été un petit peu mieux nourris, les forces sont revenues. 5 minutes. Ah bah oui, si tu veux. 5 minutes. Oui, Encore 5. il a dit encore 5 minutes. Avant la récréation. Oui, oui. Oui, bah, les forces sont revenues. Et puis, il y en a un qui a dit on va s'évader. Parce que il y a un officier anglais qui passait toutes les nuits, il nous donnait une cigarette. Et cet officier nous a dit à partir de demain, ce sont les soviétiques qui prennent l'hôpital, donc vous aurez affaire à eux. Ça ne nous plaisait pas tellement. On s'est dit, on va s'en aller. Seulement, on était en pyjama, il faut qu'on trouve quelque chose. Et il y en a un qui avait repéré une pièce, un local, où il y avait des vêtements. On a été, c'était gardé par un soldat anglais. Apparemment, ça faisait pas mal, on est rentré. J'ai pris un costume, une chemise, des chaussures, pas de chaussettes, je crois pas. Et puis une nouvelle partie, à travers champs, pour aller n'importe où, on savait pas où on allait. Et puis, on a marché 1 heure, 2 heures. On voyait un bâtiment au loin, si on va aller se loger là-dedans. Et là, on a vu, devant ce bâtiment, à un moment donné, il y avait un soldat allemand avec son fusil, et puis son casque. Si la guerre est finie, qu'est-ce qu'il fait là? Et puis il nous faisait des signes comme ça, d'approcher. Et quand on était à portée de voix, il nous a rassurés, il nous a dit « N'ayez pas peur, je suis français comme vous ». Ça nous a rassurés. C'était un Alsacien. Cet Alsacien nous a fait entrer dans une caserne, c'était une caserne, où ses collègues s'occupaient de nous, nous ont fait à manger. Voilà. Bon, on peut arrêter 5 minutes? Oui, à peine. Après? Jusqu'à Lutetia, et après on s'arrête. Jusqu'au Lutetia. Ah oui. Ah oui, bon, je vais faire vite. On était dans cette caserne, soignés par les Alsaciens. Ils nous ont dit, demain, un camion vient vous chercher. C'est vrai qu'un camion est venu vous chercher le lendemain. Un GMC, conduit par un noir américain. On est monté là-dedans. Des Alsaciens aussi, bon, au moins une douzaine sont montés avec nous. Nous voilà partis en camion, on a roulé toute la journée. Un camion conduit par un dingue. Oh, c'était un noir, il traversait les villages à une vitesse. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a pu écrabouiller comme poule ou comme chien, hein? C'est dingue. Bon, on s'est retrouvés comme ça, au bout de, je sais pas, 7 ou 8 heures de camion. On s'est retrouvés en Hollande, au plein milieu de la Hollande, dans une grande caserne, où on nous a dirigés vers des tables comme ça, avec des policiers. Il y avait un policier russe, policier polonais, policier hollandais, enfin ainsi de suite, avec un petit drapeau. Donc, pour aller au petit drapeau, j'étais au gendarme, le gendarme était là, c'était pour faire une fiche, notre nom, tout ça, puis que ce qu'on faisait là. Donc, mais se mêler à nous, il fallait se présenter torse nu, puis les mains derrière la tête. Parce que se mêler à nous, des SS, français, belges, hollandais, différentes nations, ils se mêlaient à nous pour se faire rapatrier, mais ils se faisaient prendre parce que eux, sous le bras gauche, ils avaient un tatouage, un petit cercle, avec leur groupe sanguin. Donc, ils étaient arrêtés là. Ils se faisaient prendre. De toute façon, ils étaient faciles à reconnaître. Nous, on était tous mecs comme des clous. Hein. On pesait 30 ou 40 kilos les plus gros. Et eux, j'étais corpulence normale. Ils se faisaient repérer. Voilà. Bon, et puis ensuite, eh bien, des avions sont venus nous chercher, nous emmener à Bruxelles. Bruxelles, on a couché là-bas dans un grand bâtiment. Le lendemain, un train nous a amenés à Paris, hôtel Lutetia. Voilà. On va déjà applaudir bien.
Merci beaucoup. Il le mérite, je crois, et quand vous regardez tout cette histoire qu'il vous raconte, il aurait pu 10 fois mourir en cours de route, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre 5 bonnes minutes de pause. Et puis, je vous ferai remarquer une chose. Il a 92 ans, il a parlé debout. C'est extraordinaire. Ah oui. C'est un respect qu'il a depuis toujours, ça, hein, malgré 92 ans. Ça fait plaisir. Alors ça, une bonne minute. Hein. Allez, ça fait du 15 heures. Comme ça, il restera un peu de temps pour des choses un petit peu plus gaies ou des explications. On parlait de ça, ça C'est très bien, vous avez été très attentif, c'est merveilleux. C'est bien. Bon, André va continuer, alors il en a pour un petit 5 minutes parce qu'il va vous quand même dire de l'hôtel Lutetia où ça s'est arrêté là, pour arriver chez lui quand même, hein. C'est quand même le point important quand même quand on arrive chez soi. Voilà. Tu peux rester assis là un peu. Hein. Ah, allez. bon, voilà. Oui, oui. Bon, en effet, on est arrivé à l'hôtel du Dessia, ça a été vite fait. On arrive à Paris, gare de l'Est, on nous fait monter dans des bus. On ne demande pas notre avis, hein, tout droit du train ou dans un bus. On se retrouve à l'hôtel du Tessia. À l'hôtel du Tessia, on nous dirige vers un médecin. Il y avait sa balance à côté de lui, et il fait monter sur la balance. Je pesais plus que 36 kilos. Quand j'ai été arrêté, j'en pesais 73. Donc 36 kilos, ça va être le poids des os à peu près. Hein. Alors ce médecin me dit, dans l'état où vous êtes, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, on vous garde. Il me parlait de la Suisse. Moi, j'avais aucune nouvelle de ma famille. Ma soeur, je ne sais pas si elle vivait encore, ou ma mère. Non, moi, je voulais rentrer à la maison. Alors, j'ai dit à mon camarade, l'instituteur, je ne sais pas, moi, je fais choquant. Hein. Et la première petite porte que j'ai trouvée, eh ben, je suis parti. Et puis, j'ai aidé chez mon parrain, ma marraine, ils habitent à Paris. Et puis, on avait convenu de reprendre le train ensemble le soir. On nous avait donné des horaires. Et puis, ben, ma reine, elle est un peu bavarde. Je suis arrivé à la gare, ben, le train était parti. C'est bien que j'ai loupé le train. Et c'est un jeune, là, de votre âge, là, qui m'a dit vous avez l'air un peu perdu, vous venez avec moi. Il m'a emmené chez ses parents, j'ai mangé, couché chez eux, ils m'ont remis au train le lendemain. Et je suis rentré chez moi. Voilà, c'était mon retour. Et puis le lendemain, ma mère m'a dit il faut que tu ailles voir un médecin. J'ai été voir un médecin, parce que j'avais pris un coup de crosse de fusil. Juste avant les libérations, j'ai pris un coup sous le bras, c'était enflé, j'avais encore mal. Bon, il m'a dit ça va être une fracture, mais ça va se remettre. En effet, ça s'est vite remis. Ouais, c'était mon retour. Là, je sais pas. Oui, ah non, allez, à toi. Bon. Et donc après, chez sa mère, il y avait des poules, des lapins et tout ça, donc il a repris une nourriture bien saine et il a repris petit à petit du poids. Je vous prépare venir une photo quand à son retour, hein, que l'on a, on voit bien que c'est... Donc aussi, il avait 17 ans, il avait votre âge. Hein. Voilà. Donc vous pouvez faire déjà, hein, ça vous faire réfléchir déjà. J'espère que vous avez pensé à poser des questions et suivant les questions, il aura des anecdotes ou des précisions à apporter en même temps, André. Hein. Qui va poser la première question? Levez pas tous la main en même temps. Hein. Alors ceux qui font le concours, là, surtout, là, hein, n'hésitez pas. Hein. Oui. Voilà. Ça commence. Je pense que c'est une fille, aujourd'hui un garçon. Oui. Donc je voulais vous demander si vous avez un tatouage au niveau du bras. Ah voilà.
Non, il n'a pas Non, de tatouage. pas de Pas tatouage. du tout. Les déportés qui ont été tatoués se trouvent uniquement au camp d'Auschwitz. Et d'ailleurs, je crois que vous y allez. Donc on va vous préciser, on va vous expliquer comment ça s'est passé. Il n'y a que ceux qui étaient à Auschwitz-Birkenau qui ont été tatoués. Donc il y a quelques Français qui ont été tatoués en ayant été à Auschwitz. Hein. Il y a eu le train des tatoués qui est parti de Paris où il y avait 1600 Français. Donc on les avait débarqués à Auschwitz et puis après ils sont repartis ailleurs. Mais systématiquement, ceux qui arrêtaient dans le camp étaient tatoués. Donc ils avaient un numéro gravé qu'ils l'ont toujours jusqu'à leur mort. Hein. Simone Veil, qui a été aussi là, elle a été, avant d'aller à Ravensbrück, elle a été tatouée. Donc lui, il n'a pas été tatoué, mais par contre, il avait un numéro. Hein. Tu avais un numéro. Ah bah oui. Il va vous dire. Comme tout prisonnier, on avait un numéro qu'il fallait donc connaître en allemand. Hein. Il y avait intérêt. Le tatouage, non. Ils ont voulu. Il y a eu un ordre sans doute. Car c'est au mois de janvier. Ils nous ont fait mettre torse nu. Et c'est un capot qui a marqué sur notre poitrine notre numéro. Soit disons que c'était indélébile, ça ne bougerait pas. Total, 10 ou 15 jours après, il n'y a plus rien. Et pourtant, à ce moment-là, on ne se lavait pas. Hein, alors. En allemand, c'était quoi ton numéro? Ah, mon numéro en allemand, 37 377. Alors en, France, en allemand, 37.377. Et il y avait intérêt à le savoir parce qu'il ne s'appelait plus André Biot. Il s'appelait ce numéro-là. Ben oui. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des ordres, c'était pour le tel numéro. Et donc, il fallait s'en rappeler. Donc, et il s'en rappelle encore. Hein. Et donc, il y a des fois, il y en a qui ne comprenaient pas. Et donc, c'était des camarades qui leur disaient, dis donc, on t'appelle, disons, c'est pour toi. Donc, parce qu'il y avait beaucoup d'entraide quand même dans ce camp-là, entre les gens. Il fallait de l'entraide. Hein. Et son camarade avec qui il est revenu, avec qui il est parti, ils sont revenus ensemble. Et je crois que, je dis toujours à André que ils sont rentrés à deux, mais s'il y en avait un qui était décédé en cours de route, je pense que l'autre aurait suivi, parce que le moral était très important. Hein. Une autre question? Tiens, je vais parler du bateau tout à l'heure. Oui, une question encore? Allez. Bah alors, vous n'êtes pas bavard. Ah. Oui. On a appris que vous ne vouliez pas parler de justement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui vous était arrivé. Alors pourquoi vous avez décidé maintenant de nous en parler aujourd'hui? Très bonne question. Oui, c'est une bonne. T'as entendu la question? Oui, oui. Oui, c'est une bonne question. Vous savez, j'étais jeune, j'ai été traumatisé avec tous ces événements, tous ces morts. Et je voulais plus en parler. Je voulais surtout oublier. Et j'ai donc été déporté avec l'instituteur de mon village. Le curé, lui, il est mort. Mais l'instituteur est rentré. Et lui, il a été dans des écoles, comme je fais en ce moment. Et puis, il est arrivé à 89 ans, il n'y voyait plus, il n'entendait plus, et puis ça n'allait plus du tout. C'est lui qui m'a forcé. Il m'a dit ça, il faut que tu te jettes à l'eau et il faut que tu y ailles. Bon, j'étais une fois, deux fois, puis maintenant, ça va. Puis j'aime bien le contact avec les jeunes, alors. Tiens, il y a quelque chose que je n'ai pas lu. Oui. Le poème. Oui, le poème, pour que qu'il est. Je sais pas le lever là. Il est pas là? Il est pas par là. Le livre. Si, il est là. Je cherche partout. Bon, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous lire un poème. Ça va être vite fait. Je vais pas le lire entier. Ce poème a été fait par un camarade. Lui, il était juif d'origine. Ses parents sont morts à Auschwitz. Lui, ils sont trompés, ils ne l'ont pas envoyé à Auschwitz, ils l'ont envoyé à Neuengamme. Ça lui a permis quand même de revenir. Puis il a une sœur, sa sœur s'est cachée dans le jardin, ils ne l'ont pas trouvé. Là, voilà son poème. C'est au sujet du bateau Athènes sur lequel on était enfermés. Le bateau semblait inerte.
Machinerie sans cœur et sans moteur. Le temps filtrait sa perte, la mer portait ses pleurs. J'étais à fond de cale, fondu dans le magma, où s'exhalaient les râles des mourants comme moi. L'air était surchauffé, la soif nous étranglait. Sur la coque agrafée, tous les corps s'étalaient. Depuis combien de jours, depuis combien de nuits, étions-nous au carrefour de nos mortels ennuis? Redevenu sauvage d'une faune primaire, je voyais des visages déchirer la lumière. Pénible la vision d'uriner dans la bouche. Quelle autre solution à la soif qui vous touche? J'en lis encore un, il y en a plein d'autres après. Moi. Il y a celui-là. La soupe empoisonnée pour un dernier repas. Des temps désordonnés venaient à ce faux pas. Il parle d'uriner dans la bouche. En effet, on est resté donc sur ce bateau 13 jours sans manger, sans boire. Donc, beaucoup sont morts de soif. Ceux qui avaient encore un petit peu de pipi faisaient pipi dans le creux de leurs mains et ils buvaient ça. C'était le seul liquide à absorber. Il y en a beaucoup qui ont bu leur pipi. Et puis il parle de la soupe empoisonnée. Le 2 mai, il y a eu le trou de but dans le bateau, là. Mais il y a aussi un gros bouteillon, ça doit faire une 50aine de litres à peu près, de soupe, qu'ils ont fait descendre avec une corde. La soupe était rouge, des rouges vifs. Je l'ai approché, j'ai pas pu en manger. C'est surtout les Russes, les Lettons, mais enfin quelques Français, qui sont jetés sur cette soupe, qu'ils ont mangé, mais il n'y a pas de cuillère à la main, comme ça. Hein. Ils ont mangé cette soupe et ils sont tous morts. Il n'y en a pas un qui a rescapé. La soupe avait été empoisonnée. Et quand j'étais à l'hôpital, il y a un enquêteur anglais qui est venu me trouver, me demander si je savais ce qu'il y avait là, dans cette soupe. Je ne pouvais pas y répondre, j'en savais rien. Je ne sais pas ce que c'est. En tous les cas, ça a été radical, tout le monde est mort. Une soupe empoisonnée. Ce poète-là, on était du même âge tous les deux. Hein, on était 3 jeunes au commando, lui, moi, et puis Piv, un jeune russe. Il a fait énormément de poèmes. Et en fait, il est d'origine allemande, il parlait couramment l'allemand, et lui, il allait dans les écoles en Allemagne. Et racontait l'histoire des bateaux, puis du camp. Il est décédé il y a 5 ans, 5-6 ans. Encore une question, oui? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes retourné dans les camps où vous avez été enfermé en Allemagne? Est-ce que tu es retourné dans le camp où tu as été? Ah bah oui, oui. Oui, c'est une bonne question aussi, ça. Je suis retourné, je suis marié en 1947, en 1949. J'avais affaire en Allemagne pour apporter un appareil photo. Et au retour, j'étais avec mon épouse, je lui ai dit, tiens, tu vas voir le camp où j'étais. Et en fait, à 200 ou 300 mètres du camp, il y avait un barrage de police, il n'y avait rien à faire, il ne laissait pas passer. Impossible d'approcher, parce que le camp avait été servé, interné des voleurs, des criminels de toutes sortes, qui étaient là-dedans. Il y a eu des protestations à la suite de ça, internationales, les Russes surtout. Ils ont dit, il ne faut pas de ça. Alors, les Allemands ont construit une prison, plus loin, derrière ce camp, mais plus loin. Et la ville de Hambourg a pris possession de ce camp, si bien que maintenant, ils ont restauré, les baraquements ont été détruits. Tous les baraquements ont été détruits, mais les emplacements sont marqués avec des pierres. Oh, il y en a, je ne sais pas, ça fait 1 mètre d'épaisseur. Comme ça marque l'emplacement des pierres. À l'entrée, il y a un wagon, là. Il y a un musée. Et ce camp, vous pouvez aller le visiter quand vous voulez. Si un jour vous allez du côté d'Hambourg, vous pouvez le visiter, c'est libre. On vous donne des écouteurs,
Ou alors un guide va vous conduire, vous expliquer tout ce que je vous ai dit là. C'est visitable. Oui. Ah oui. Quelle image vous a le plus marqué lorsque vous étiez encore dans les camps? Oui, oui, on est pas mal. Bah, le premier, c'est quand j'étais au grand. Non, au commando, quand j'étais au commando. J'ai été bombardé menuisier. C'est vrai que je bricole le bois, mais je suis pas menuisier. Mais le capot me dit un jour, il faut que tu ailles réparer une fenêtre à la morgue. Il y avait une infirmerie, c'était une pièce assez grande où il y avait une douzaine de lits. Et puis de l'autre côté, au bout de cette pièce, c'était la morgue. C'est-à-dire ceux qui entraient à l'infirmerie, ils allaient dans la pièce à côté. Hein. Et comme au commando, il n'y avait pas de crématoire, c'est un camion qui venait toutes les semaines prendre le chargement de cadavres pour les emmener brûler à Brême, au crématoire de Brême. Donc je me voilà parti avec une scie, un ou deux bouts de bois, des clous, un marteau pour arranger cette porte. Et quand je suis rentré, il n'y a pas moyen d'approcher de la fenêtre en question. Il y avait une épaisseur de cadavre, il y en a eu au comme ça, peut-être 1 mètre d'épaisseur. Donc, il faut monter là-dessus, vous marchez sur ces corps, vous posez vos outils là-dessus, vous réparez cette fenêtre grossièrement, et puis reparti. Mais c'est quand même impressionnant de marcher sur cette montagne de cadavres. Autre chose, j'y pense aussi à ça. On est resté 13 jours sur l'Athènes, là. 13 jours, sur 13 jours, on est resté 9 jours, peut-être 10 jours, debout, pratiquement sans dormir. Parce que dormir debout, c'est pas facile. Si vous endormez, vous tombez, les autres vous marchent dessus, vous êtes mort. Et avec mon camarade l'instituteur, on a trouvé une solution, on se soutenait. Il me disait, tu me tiens, donc je le tenais comme ça, il mettait son épaule, sa tête sur mon épaule, et il dormait pendant 5-10 minutes peut-être, et à un moment donné j'en avais marre, je le réveillais, et ensuite c'était l'inverse, c'est moi qui dormais sur son épaule. Je crois que c'est ça qui nous a permis d'ailleurs de revenir, autrement on serait mort. Beaucoup sont morts à cause du manque de sommeil. Ils se laissent tomber. C'est pas facile de résister au manque de sommeil. Au manque de nourriture, bon, le corps il maigrit, mais il s'y fait. Mais le manque de sommeil, non, il ne s'y fait pas. Oui. Vous voyez, c'est avec des questions comme ça qu'il y a des réponses intéressantes. Oui. Est-ce que vous avez des séquelles de ce que vous avez vécu aujourd'hui? Oui. Non, maintenant. On entend bien aujourd'hui. Non, maintenant j'en ai plus, mais j'en ai eu quand même pour un certain temps, faire des cauchemars. Et puis, il faut que je reparle de ma jambe là. Donc on a été libéré, j'avais toujours ma jambe gonflée, puis pleine de pus. Et c'est un médecin de l'armée rouge qui a soigné ma jambe, parce que il y a une petite rivière, d'un côté de la rivière c'était les Russes, de l'autre côté les Anglais. Et c'est un médecin russe qui était arrivé chez les Anglais, c'est lui, avec son bistouri, qui a ouvert ma jambe, il a nettoyé ça, il a mis des produits là-dedans pour désinfecter, puis il a mis une bande. Et donc un médecin russe. Et cette fichue jambe, elle est restée longtemps enflée quand même. Je suis rentré en France, toujours à jambe enflée. Puis donc j'ai vu un médecin hébreu, il m'a donné des médicaments pour ça, quoi. Puis pour me reconstituer. Et voilà. Alors les séquelles, c'était des cauchemars surtout, sur ces bateaux-là. Ouais, c'est impressionnant quand même.
On peut en faire à moins, mais là c'est exceptionnel quand même. Ça a duré longtemps. Avez-vous rencontré des hauts dignitaires nazis par hasard? Et As-tu rencontré des dignitaires du régime nazi? Des gens importants connus? bah, un jour, ils ont mis des fleurs à l'entrée du grand camp. On s'est demandé pourquoi. C'est un grand pontife qui venait visiter le camp. Il n'a pas vu dans quel état on était, parce que nous, on nous a fait rentrer dans les baraquements. Je ne sais pas qui c'est. On me l'a dit, mais je ne me rappelle plus. C'est un des dirigeants. On essayait de lui cacher la vérité, oui. Comment vous avez fait pour reconstruire votre vie après le traumatisme que vous avez vécu? Ah, ça résonne. Comment il s'est réintégré, c'est ça? Oui, il demande comment tu as repris goût à la vie, comment tu t'es réinséré dans ta vie après. Oh, vous savez, quand on est jeune, c'est psychologique. Hein. La santé est revenue vite fait. J'ai repris mon poids normal et j'ai même un peu dépassé. Donc, j'allais mieux. Ma jambe, bon, ça a été long. Oh, ça a mis au moins 3 mois, ça s'est guéri. Je sais bien qu'on reprend goût à la vie, quoi. J'ai mené une vie normale après, quoi. Il était jeune. Oui, il fait encore ses 12 km dans une journée, hein, quand même. Hein. Pas de problème. Hein. Oui? Allez. Ah, bah. Ça réfléchit. Est-ce que vous avez déjà tenté de vous évader lorsque vous étiez prisonnier par les Allemands ou dans les camps? Est-ce que tu as tenté de t'évader? Est-ce que j'ai? Tenté de t'évader? Non, impossible. Impossible. Et encore. Quand vous êtes rentré chez vous, est-ce que vous avez retrouvé toute votre famille? Oui, bientôt ma mère et ma sœur. Ah, tu pourrais peut-être raconter une petite anecdote, hein, l'histoire du... Hein? Ah oui. Bon. Non, pas au retour. Hein. Oui, j'ai retrouvé ma mère et ma sœur. Ma sœur était mariée entre deux d'ailleurs. Donc, l'histoire... Du chien. Ah oui. Bon, alors, une année. Ah bah j'en ai deux au fond là. Il y en a deux, voilà. On J'en ai va deux. terminer sur 2 histoires. Je vous ai dit qu'au mois de décembre, il n'y a plus d'eau. Il fait très froid, il faisait moins 10, moins 15. Donc, il n'y avait plus d'eau dans les lavabos. Vient à la menuiserie un capot, avec sa gamelle, des pommes de terre dedans. Il nous dit, vous allez faire cuire ça. Car on avait un petit poêle, et de temps en temps, on arrivait à faire du feu. Bah, mais oui, bien sûr, oui. Mais comme il n'y avait pas d'eau, comment faire? On était 5, on a tous fait pipi dans sa gamelle, et on y a cuit ses pommes de terre au pipi. Voilà. Si c'était bon, j'en sais rien. Mais c'était cuit. L'autre affaire, l'autre anecdote, il y a eu l'appel Lamballe, on a eu la soupe, l'autorisation de rentrer dans les bâtiments, et puis quelques minutes après, on nous fait sortir. On s'est dit, tiens, il y a peut-être eu un évadé. C'était pas ça. D'habitude, c'est le rapport Führer qui venait nous compter. Et là, c'est le commandant lui-même qui vient à nous, avec un interprète français et un russe. Et puis il pose la question suivante, où est mon chien? Car il avait un chien, un ratier, qui est ratier noir et blanc. Pas de réponse, personne ne pouvait répondre. Il repose une deuxième fois la question, où est mon chien? Toujours pas de réponse. Il a réfléchi quelques minutes, puis il est parti. Il a pensé que son chien avait fait une fugue, ça arrive. Hein. Or, quelque temps avant, il y a un autre prisonnier, que je connaissais bien, qui sort de sa poche un petit bout de viande, il dit, tu veux un bout de viande? Il donne le bout de viande, rouge, tout cru évidemment. Il dit, tu manges ça?
Et puis surtout, moi, tu dis rien à personne. Bon, je mange du bout de viande, et je lui ai demandé, je lui ai posé la question, où c'est que tu as eu ça? C'est là qu'il m'a dit, c'est le chien. Donc on a mangé le chien du commandant. Et j'ai pas demandé où il avait mis la tête et puis la peau, il a caché ça sous un baraquement. Ouais, l'histoire du chien. Et il pouvait le chercher à son capot. Bon, ben écoutez, sur cette histoire un petit peu plus drôle quand même, hein, on va terminer là-dessus, c'est bien. Donc moi je voudrais vous remercier déjà le directeur du lycée Jean 23, plus vous, Madame Benoît, merci. Et j'espère qu'on a répondu à vos attentes et que je me suis aperçu que vous avez écouté, vous avez très bonne écoute et ça vous a intéressé. J'ai vu ça dans vos regards, dans vos visages, et donc j'espère que vous allez en tirer profit. N'oubliez pas qu'il avait 17 ans et que vous voyez, tous les espoirs sont permis dans la vie. Il faut persévérer, garder le moral, travailler, et puis avec ça, je pense que quand on a écouté ça, on peut dire que vous avez de la chance, vous avez de la chance. Alors, bon bac de français, hein, pour certains. J'ai une réflexion de Monseigneur Théâtre. Monseigneur Théâtre était archevêque de Tarbes et Lourdes. Il a été arrêté aussi par la Gestapo. Puis un jour, j'ai été à côté de lui, comme ça, et il me dit, oh, il nous traite de bandits, c'est l'élite de la France qui est là-dedans, dans ce camp. Ouais, la réflexion de l'archevêque. Voilà.